Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je voulais tout d'abord vous dire combien nous sommes reconnaissants de cette audition qui vient certes assez tôt dans le processus, on vient de l'évoquer à l'instant, mais qui, j'en suis sûr, nous aidera à être constructifs dans la fabrication de cette loi. Vous avez reçu donc le document projet de loi confortant le respect des principes de la République, le protestantisme alerte et conteste. C'est le plaidoyer de la Fédération protestante. Et je pense que vous avez aussi reçu les réponses aux questions écrites que vous nous avez fait parvenir hier. Et donc voilà, vous avez avec la plume de M. Roch les réponses sur lesquelles d'ailleurs nous pourrons revenir tout à l'heure. J'aimerais en propos liminaire et assez bref introduire notre position et puis je laisserai la parole à M. Roch sur les propositions, les 4 propositions qui sont les nôtres et d'autres le cas échéant. Et ce que je voudrais dire, au fond, tient en 4 mots. Le premier est celui qui, d'ailleurs, titre notre document « Alerte ». Le deuxième mot est celui d'intelligence ou d'intelligence collective. Le troisième mot est donc le mot de proposition, c'est les fameuses propositions que nous faisons. Et le dernier mot qui plaît, j'allais dire, ici, dans ce lieu comme dans les églises, c'est le mot de promesse. Mais en l'occurrence, il s'agit de la promesse républicaine. Voilà. L'alerte du protestantisme et son plaidoyer ne sont pas une posture. Il y a aujourd'hui un projet de loi qui, pour la première fois depuis 1905, accumule une série de contraintes et d'obligations et oublie, je l'espère, non pas délibérément, mais par inadvertance, l'esprit libéral du rédacteur de la loi de 1905, un esprit dont Aristide Briand aimait à résumer la vérité dans cette phrase, d'ailleurs, que le président du Sénat lui-même reprend à l'envi, et j'aimerais citer à nouveau ce mot. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Et c'est la première partie de cette phrase sur laquelle j'aimerais insister, non pas la seconde, parce que la foi protestante ou la foi juive n'ont jamais prétendu dicter la loi dans ce pays. La loi doit protéger la foi. Et c'est ce devoir de protection et d'assurance de la liberté de culte auquel je voudrais vous rendre attentif à nouveau, mais vous l'êtes déjà, je le sais. Alors que l'objectif visé est de rendre attrayant la loi de 1905, on la surveille, on la bride, on la contrôle, et par conséquent, au bout du compte, c'est la liberté même du culte qui est touchée. Et je dois vous avouer qu'en venant ce matin, je me suis dit que c'est la première fois, comme président de la Fédération protestante de France, que je me trouve dans cette situation de défendre la liberté de culte. Je n'avais jamais imaginé que dans mon propre pays, une chose pareille puisse arriver. Ici, le citoyen que je suis, mais aussi les citoyens d'autres pays environnants et des chrétiens d'autres pays environnants s'étonnent et s'inquiètent. Pourquoi protestants et juifs sont-ils visés à ce point dans ce projet de loi? Eux qui, précisément, vivent dans le respect renforcé des principes de la République depuis 115 ans. Au nom de quoi? Pourquoi, sur certains points, revenir en arrière? Et M. Roch vous dira en quoi. Pourquoi, sur d'autres, ajouter des mesures? Il sera aussi très précis là-dessus. Pourquoi, sur d'autres, enfin, empêcher la gestion même des biens au mépris de l'égalité de traitement des associations entre elles, entre 1901 et 1905, comme si l'on soupçonnait d'enrichissement les cultes alors qu'il s'agit, dans cette histoire de gestion de biens, simplement de la capacité à exercer le culte. Après l'alerte, donc, l'intelligence collective, mais là je ne veux pas être trop long parce que nous sommes tous intelligents dans ce pays, et donc il s'agit de se dire que nous devons être attentifs à ce que nos discours
ne stigmatise pas tel ou tel, et en particulier l'islam, en l'occurrence, que vous entendrez tout à l'heure, je pense, par la voix de monsieur Moussaoui. Je sais que certains dans ce pays critiquent les évangéliques, par exemple, sans vraiment les connaître d'ailleurs, mais c'est uniquement, nous le savons bien, pour qu'on ne les accuse pas d'être seulement anti-musulmans. Et il y a donc une instrumentalisation, au fond, de ce discours anti-chrétien ou anti-évangélique pour se dédouaner de cette accusation d'islamophobie. Or, les évangéliques sont très attentifs et suivent cette audition, d'autant plus que la Fédération protestante, en accord avec eux, les représente tous. Le problème donc, ça n'est ni les évangéliques ni les musulmans, mais bien la capacité de notre pays à se doter d'une loi qui convienne. Or, cette loi de 1905 convient. Et s'il faut la noter, l'amender, c'est pour qu'elle soit encore plus habitable et non pas repoussante. L'intelligence collective, donc au service de l'intérêt général, doit penser à demain, et j'aimerais imaginer que demain, nous ne regretterons pas ce que nous sommes en train de fabriquer maintenant au plan de la préservation de la liberté de culte. Voilà, je voulais dire enfin, pour terminer mon propos, que bien évidemment le protestantisme est tout à fait en phase avec l'idée qu'il faut lutter contre le projet politique du radicalisme islamique. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Il s'agit simplement de ne pas se tromper de cible ni de moyens. Les propositions, donc, vous les entendrez tout à l'heure dans la bouche de M. Roch. Pour ce qui concerne la promesse républicaine, enfin, je voulais juste vous dire que cette promesse reste évidemment inaccomplie, comme souvent les promesses, mais qu'elle est extraordinaire et qu'elle offre à chacun la liberté de culte, précisément la liberté d'expression dans ce pays. Et à ceux qui voudraient confondre laïcité et neutralisation religieuse de la société, je me dois de leur rappeler que voilà, les religions sont des ressources et que dans ce pays, nous avons la chance extraordinaire qu'elles s'entendent, qu'elles se côtoient, qu'elles sont fraternelles entre elles. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez quelques loisirs dans vos nombreux travaux, à vous brancher sur le site de la Fédération à midi, parce que vous aurez là l'occasion de visionner les vœux de la Fédération, au cours desquels s'exprime justement Monseigneur Moulin de Beaufort pour la Conférence des évêques de France, Monsieur Mohamed Moussaoui, président du CFCM, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, Olivier Van Gen, président de l'Union bouddhiste de France, Monseigneur Emmanuel, président de l'Association des évêques orthodoxes de France, dans, au fond, un entremêlement des vœux des religions, aux religions et à la société française dans un esprit de fraternité. Et ces vœux de nouvelle année, après une année 2020 bien compliquée et tellement douloureuse, ces vœux, j'aimerais vous les adresser à vous et vous les faire partager dans la certitude que vous saurez entendre notre plaidoyer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Roch. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. L'objet premier de la loi est vaste, mais nous vous proposons ce matin de nous entretenir principalement du titre 2 qui a trait à l'exercice du culte. Nous pourrons répondre à des questions sur le titre 1, mais c'est peut-être sur le titre 2 que nous avons des idées les plus spécifiques. Titre 2 qui nous concerne directement, et il est important de savoir que sur les 5000 associations cultuelles qui existent actuellement en France, on estime, puisqu'il n'y a pas de décompte officiel, qu'entre 3500 et 4000 sont des associations cultuelles protestantes. C'est pour ça que nous sommes directement concernés par la question et nous permettons de le rappeler. Ce qui nous a frappé dans l'examen de ce titre 2, c'est l'accumulation des mesures restrictives, des contraintes supplémentaires. Et cette accumulation, qui va donc peser sur tous les bénévoles, puisque dans le protestantisme, chaque association est animée et conduite par des bénévoles, cette nouvelle contrainte qui vont peser sur tous ces bénévoles, nous n'arrivons pas à comprendre en quoi ça permettra de diminuer le terrorisme
ou les excès du séparatisme, deux objectifs dont nous comprenons tout à fait qu'on veuille lutter contre. Mais nous ne voyons pas du tout en quoi ces deux objectifs nous concernent. Donc, nombreuses démarches, et non seulement ces nombreuses démarches vont demander du travail, tant aux bénévoles qu'aux services préfectoraux, auront-ils le personnel pour les étudier? Nous ne posons pas la question en vain. Il ne faut pas oublier que le régime qui est proposé a déjà existé en France de 1988 à 2007 et que ce régime avait montré son inutilité, puisque justement les préfectures soit n'avaient pas le personnel, soit considéraient qu'elles avaient d'autres priorités que d'étudier des dossiers. Et puis ensuite, une question toute simple. Il est demandé, chaque fois qu'on crée une cultuelle, de déposer un dossier pour que le préfet puisse vérifier qu'elle est bien cultuelle. Chacun sait qu'il est simple de faire un dossier qui soit bon. C'est la réalité qui peut permettre de faire apparaître des non-respects des lois, de non-respect des statuts, etc. Donc, que signifie l'établissement d'un dossier initial avant toute action? C'est d'ailleurs cet argument même qui était utilisé par les préfets pour dire « nous avons bien reçu votre dossier, mais il n'y a pas lieu de l'étudier ». Donc, pourquoi recréer cette contrainte alors que l'expérience a montré qu'elle était inutile? Et une fois que l'association existe, le préfet n'est pas dénué, à l'heure actuelle, d'un moyen d'information. D'une part, si l'association reçoit des libéralités, nécessairement un dossier est constitué, et c'est le cas, et dont le préfet a toute information sur la réalité. D'autre part, les comptes doivent être envoyés chaque année, et donc le préfet a toute liberté, s'il apparaît au fait qu'il y a des événements répréhensibles, nous n'en contestons pas la possibilité, il a tous les moyens d'intervenir. Donc, par rapport à la situation actuelle, nous ne comprenons pas pourquoi on serait obligé d'augmenter ces contraintes et surtout ce que ça apporterait à l'État. Et pour le moment, nous n'avons pas eu de réponse à ces observations. Pour vous donner un autre exemple, il est prévu également un contrôle des fonds venant de l'étranger. Si cela est important, c'est à vous de le décider, mais si cela est important, pourquoi ne l'appliquer qu'aux sommes reçues par les associations culturelles? Alors que tous les articles de presse, et même les rapports de Bercy, montrent que les sommes venant d'étrangers arrivent d'un montant beaucoup plus important dans le domaine sportif et dans le domaine culturel. Donc, si c'est un problème pour la République, il faut le traiter dans tous ces aspects et non pas dans uniquement ce petit aspect, parce que, soyons clairs, c'est un petit aspect pour nous. Outre cette question de principe, il y a quand même une question pratique. Vous savez bien que lorsqu'on a un commissaire aux comptes, on doit le garder pendant 6 ans. Si on vient dire, prenons l'exemple d'une association culturelle qui aurait un budget de 50 000 € par an. À 50 000 € par an, on n'a pas besoin de commissaire aux comptes. Qui aurait besoin de refaire son toit et qui recevrait à cet effet 15 000 € d'une église américaine. Je prends un exemple exprès américaine pour être hors de l'Union européenne. Eh bien, elle serait obligée pendant 6 ans de payer un commissaire aux comptes, ce qui lui coûterait plus cher que les 15 000 € reçus. Et je ne vois toujours pas pourquoi, parce qu'une église américaine aura soutenu une paroisse rurale pour refaire son toit, ça pose un problème à la République française. Donc, je crois qu'il y a toute une série d'exemples concrets qui méritent d'être connus pour qu'on se demande quel est l'objectif. Au-delà de toutes ces questions pratiques, et on pourrait donner d'autres exemples, il faut quand même se poser aussi une question de fond. Pourquoi existe-t-il le régime spécifique des associations cultuelles? Cette question, elle a été posée en 1905. Il y a eu un grand débat, savoir s'il fallait en créer un ou non. Si un régime spécifique a été créé, c'était parce que l'État, ou plutôt non pas l'État justement, mais les établissements publics du culte appelés à être dissous, allaient donner leurs biens aux cultuels. Ce n'est pas l'État qui a fait le transfert, ce sont les établissements. Et c'est à cause de cette exception, voulue par le Parlement, qu'ont été créés un régime particulier. Mais cet argument n'est valable que pour les associations qui ont reçu des biens, c'est-à-dire les associations qui existaient en 1906 et qui ont reçu des biens. Ces associations, on en connaît le nombre, il y en a à peu près, c'est-à-dire des biens qui appartiennent en particulier soit aux établissements publics, soit qui appartiennent encore aux communes et qui sont affectés au culte. C'est une situation datée, finie. Donc, qu'est-ce qui justifie que pour toutes les associations créées après 1906, qui n'ont jamais reçu et qui ne bénéficient pas de biens appartenant aux collectivités territoriales, il y ait de telles règles? Ce n'est pas une question nouvelle. Le chef de cabinet d'Aristide Briand l'avait déjà posé à l'époque. Il avait dit « ce que nous faisons est justifié maintenant, ne le sera plus demain ». La question a été posée, elle n'a pas eu de réponse, mais nous nous permettons de la reposer en 2021. Qu'est-ce qui justifie ces règles pour des associations qui n'ont pas de biens appartenant à la collectivité publique?
Alors on nous donne parfois un second argument, les avantages des associations cultuelles. Et c'est vrai que la loi de 1905, quand elle a été votée, comportait une liste de recettes beaucoup plus étendue que la loi de 1901. C'est indiscutable. Mais heureusement, depuis 1905, tout ce qui pouvait constituer un avantage pour une cultuelle a été étendu à toutes les associations d'intérêt général. Ce qui fait que ces avantages n'existent plus, à part un seul, celui de pouvoir disposer de biens appartenant aux collectivités territoriales. Ça, c'est un avantage qui existe encore, mais qui existe de manière très diversifiée, puisqu'il est de 90% pour l'Église catholique, de 12% pour les églises protestantes, de 3% pour les juifs et de 0% pour tous les autres cultes. Ce qui fait que nous reposons la question, qu'est-ce qui justifie que pour toutes ces institutions qui ne bénéficient d'aucun avantage, il y ait des règles supplémentaires? Alors le troisième argument qu'on trouve dans l'étude d'impact du projet de loi, c'est que les associations cultuelles, comme c'est écrit, seraient des lieux d'où proviennent toute une série de mesures qui portent atteinte à la République. Soyons concrets et prenons les chiffres que nous propose l'étude d'impact. L'étude d'impact dit, actuellement, il est possible, ce n'est pas obligatoire, c'est possible de demander un rescrit qu'on appelle administratif. 608 ont été déposés l'an dernier. Sur ces 608, combien ont été refusés d'après le projet d'étude d'impact par les préfets? 1 sur 608 a été refusé pour un motif d'ordre public, moins de 2 pour 1000. Est-ce que le fait qu'il y ait eu moins de 2 pour 1000 contrevenants justifie également toutes ces mesures? Et ces questions que nous posons, avec une certaine insistance que vous voudrez bien excuser, nous n'avons toujours pas eu de réponse depuis 3 mois que nous les posons. Voilà, donc c'est vraiment ces questions de fond qui nous paraissent importantes. Et ce que nous attendons, ce que nous espérons, c'est que ces questions étant prises en compte, toutes les contraintes que l'on multiplie dans le projet à l'encontre des associations soient ou appliquées à toutes celles qui sont concernées, il n'y a pas que les nôtres, ou au contraire atténuées. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bien, je vais donner la parole à nos rapporteurs. Je ne sais pas qui d'entre elles, ou si elles ont des questions ou pas. Mettez-vous d'accord, mesdames. Madame Eustache-Brinio. Il n'y a pas de difficulté. Merci à vous, messieurs. Bon, on a bien compris, j'ai bien compris, en tout cas, je parle pour moi, globalement, c'est l'hostilité que vous avez par rapport à ce texte, pour différentes raisons que vous avez expliquées, voilà, qui vous appartiennent. Si ce texte est là, c'est que je pense sincèrement il répond à une difficulté que notre pays a. Je pense que être dans le déni de la difficulté que nous avons aujourd'hui à régler et pour lesquelles les solutions ne sont pas simples serait dommage, parce que je pense que nous n'avancerons pas pour faire en sorte que ce pays ne se fracture pas. En tout cas, moi, je fais partie de ces élus qui pensent que nous devons tout faire pour éviter les fractures dans notre pays et en tout cas faire en sorte que les gens ne vivent pas les uns en face des autres, mais les uns avec les autres. C'est, à mon avis, l'un des objectifs de ce texte qui pourrait être intéressant de poser. Donc vous avez rappelé à juste titre que la loi protège la foi, mais la loi s'impose aussi à la foi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas oublier, et que la liberté de culte ne me semble pas remise en cause dans un texte quel qu'il soit, même si il doit être travaillé, retravaillé, discuté. Vous avez eu des propos qui précisaient que ce texte stigmatisait une partie de la population. Moi, j'aurais envie de dire qu'elle met au jour, ce texte met au jour une réalité d'une petite partie de la population qu'il convient en tout cas de regarder avec courage et avec détermination. Parce que oui, c'est vrai que nous avons un problème avec l'islamisme. Voilà, c'est une réalité que beaucoup de gens reconnaissent, et avec tristesse, et tristement, qui ne concerne évidemment pas tous les musulmans. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, et tout le monde voilà, et qu'il faut bien trouver des outils et des moyens pour faire en sorte que toutes ces difficultés que nous avons à gérer puissent avoir une espèce de cohérence. Alors, vous avez parlé d'un certain nombre de choses qui vous gênent, vous, monsieur, en particulier, sur le contrôle des associations, le contrôle des fonds. C'est un vrai sujet. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Évidemment. Mais il y a
obligatoirement un objectif d'égalité dans ce que nous devons mettre en place. On ne peut pas dire c'est bien pour les uns, c'est mauvais pour les autres. Ça, je pense qu'ensemble, on peut en convenir. Ça me paraît important. Donc, vous avez effectivement parlé de contraintes, parlé de ce qui vous gêne au niveau du commissaire en compte, mais il faut bien que l'État trouve des outils et des moyens qui s'inscrivent dans le respect de chacun, mais dans les obligations de chacun aussi. Ça me paraît important. Donc, clairement, aujourd'hui, pour faire face à ces soucis que nous avons d'organisation un petit peu parfois compliquée d'un culte, quelles sont vos propositions? Parce que l'État attend des choses, nous attendons des choses, pour pouvoir passer à autre chose, pour que les choses soient claires, en dehors de choses qui vous gênent, quelles seraient vos propositions qui pourraient objectivement aider et l'État, mais pas que l'État, parce que c'est pas l'État, hein, c'est la France dont on parle, et c'est l'unité de la France dont on parle aujourd'hui. Voilà, clairement, qu'est-ce qui vous satisferait? Parce qu'il y a un problème, ce qui est proposé ne vous convient pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous pourriez proposer et qui vous conviendrait pour pouvoir atteindre les objectifs communs que nous avons? Merci, Madame la rapporteure. Madame Verrien. Merci. Je ne reviendrai donc pas sur tout le développement de ma collègue. Je vais vous poser des questions plus pratiques, puisqu'on rentre dans le texte tout juste, comme l'a précisé notre président. Vous parlez de contraintes sur les bénévoles. S'agit-il par exemple de vérifier qu'ils sont au FIGET, ou quelle autre contrainte y aurait-il? Et d'ailleurs, si c'est le cas, je pense qu'on pourra vous annoncer dans les années qui viennent d'autres contraintes, notamment je pense sur les violences sexuelles, le fait que les bénévoles soient également contrôlés. Donc je pense que ce n'est pas fini. Vous parlez des commissaires aux comptes, ça j'ai bien saisi le 15 000 € et le fait que le commissaire aux comptes est là pour 6 ans. Par contre, dans vos réponses, vous parlez de la difficulté, et vous l'avez abordé, de la gestion des immeubles de rapport. Qu'est-ce qui change dans la loi qui fait que vous ne le pouvez plus, ou qu'au contraire, vous pourriez peut-être mieux le faire? Bien, je propose de vous donner la parole tout de suite, et puis ensuite je prendrai d'autres questions. Celui qui le souhaite, naturellement, Monsieur le Président. Voilà, non, je vais juste faire, non pas une réponse, mais enfin juste une prolongation de réflexion à la suite des propos donc, de Madame Eustache-Brinot. Si dans la société française, une communauté n'est pas dans le déni, c'est bien la communauté protestante. Hein. Je veux dire, on ne va pas se soupçonner les uns les autres de déni. C'est un mot d'ailleurs qui a des connotations là, qui n'ont rien à voir avec le débat d'aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord pour travailler pour l'unité, pour la concorde de ce pays, et le protestantisme en a fait la preuve depuis qu'il est là. Ce que je veux dire, c'est que les propositions, puisque vous avez fait appel à ce terme, les propositions que nous faisons et que nous souhaitons sont des propositions qui doivent pouvoir permettre à l'islam précisément de trouver sa place dans ce pays, une place qu'il n'a pas encore trouvée. Et le motif de ce projet de loi est un indice de cette recherche. C'est pour ça que ce n'est pas le projet en tant que tel que nous remettons en cause, mais bien un certain nombre de ces mesures. Ne nous trompons pas de sujet. Et si aujourd'hui nous constatons que la majorité des associations musulmanes sont en 1901 ou 1907, c'est bien parce que ça ne va pas. Et c'est bien parce qu'elles n'ont pas trouvé, dans le cadre 1905, de quoi exercer pleinement le culte. Et dans le dialogue que nous avons, parce que nous dialoguons, hein, nous sommes dans la concorde et la fraternité, dans le dialogue que nous avons avec nos amis du culte musulman, d'ailleurs de quelques fédérations qu'ils soient, nous constatons une réelle hésitation devant ce projet, parce que rien ne les encourage à venir en 1905, rien. Et comme nous sommes les gardiens du temple, si je peux me permettre cette expression concernant cette loi, nous sommes fort déçus, enfin nous sommes en attente, on aimerait bien que justement les choses changent et que ce qui avait été annoncé, à savoir que
cette loi deviendrait attrayante pour justement, après une contrainte plus forte à l'égard de la 1901 ou la 1907, cette loi devenue accueillante devienne vraiment le lieu d'expression du culte musulman. Ce projet ne fonctionne pas là, aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces propositions pour justement, dire c'est possible, allons-y ensemble. C'est cela que je veux dire. C'est dans cet esprit-là que nous nous exprimons. Ça n'est pas du tout dans un esprit d'obstruction. Hein. C'est dans un esprit, au contraire, de construction pour permettre que, à la fois les diocésaines, on va dire, et les cultuels soient les lieux habituels de l'expression de la religion dans ce pays. D'ailleurs, la République, à l'époque, je dis à l'époque, je n'y étais pas, mais a été suffisamment souple, alors même que... Alors ça, je le sais depuis très peu de temps, grâce à M. Roch, alors même que la conférence des évêques de l'époque avait accepté le projet de loi 1905. Rome ayant refusé, la République a été suffisamment souple et sage pour permettre la fabrication d'un statut sur mesure. Et ça a été l'association diocésaine. Donc je veux dire, voilà, il s'agit d'avancer ensemble et dans la concorde et non pas dans la confrontation, et donc de se donner les moyens juridiques pour que chacun puisse vraiment vivre cette liberté de culte. Et je termine en disant que la liberté de culte n'est donc pas une pétition de principe. C'est quelque chose qui se traduit par des textes qui permettent l'expression de la liberté de culte. D'où les questions matérielles, concrètes, très précises que nous posons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Roch. Oui, nous ne sommes pas du tout, pour continuer, hostiles à des contraintes. Nous les connaissons, nous les appliquons, et je veux dire, nous n'avons pas de difficulté pour appliquer les contraintes. Tout ce que nous demandons, c'est que les contraintes soient justifiées et proportionnées. Et il y a quand même 1 500 000 associations en France. Nous avons peine à comprendre pourquoi un contrôle accru sur 5 000 résoudrait tous les problèmes de la République. C'est pour ça que s'il y a des mesures à prendre, nous avons bien dit si. Nous ne disons pas il n'y a pas. Mais s'il y a des mesures à prendre, pourquoi ne viser que 5 000 sur 1 500 000 ? Ça, c'est quand même notre première question. Et proportionné également, parce que les associations cultuelles, en tout cas pour les protestantes, et j'aurais tendance à penser que ça doit être pareil pour les juifs, sont également entièrement animées par des bénévoles. Donc il ne s'agit pas de crainte au regard des personnes des bénévoles, qui relèvent toutes de la loi, et nous sommes tous attentifs à toutes les dispositions en matière civile, pénale, etc. Aucune contestation en la matière. Mais en matière de travail à faire pour faire des dossiers, qui en plus, nous l'avons expérimenté, puisque, je le redis, le dispositif qui est proposé, il a existé pendant 20 ans, ne servait à rien. Qu'on prenne des mesures utiles, nous n'avons jamais contesté qu'il en soit ainsi, mais des mesures utiles, et pas des mesures qui vont directement aux archives départementales, car c'est ce qui s'est passé quand le régime existait. Donc ça, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la contrainte qui nous fait réagir, c'est la contrainte inutile et qui n'est pas proportionnée. La question des immeubles de rapport est une excellente question en ce qui concerne les difficultés de votre métier de législateur. De 1901 à 2014, la question était simple. Aucune association ne pouvait avoir de bien de rapport, sauf quelques exceptions prévues par la loi. Bon, et la règle générale, ce n'était pas d'immeuble de rapport. En 2014, la loi de 1901 a été modifiée, mais elle s'applique aussi aux cultuels, et elle a permis les immeubles de rapport, sauf aux associations qui existent le culte. Il y a une phrase qui est subtile, puisqu'il faut savoir qu'elle permet au petit b du 1 de l'article 200 et que les cultuels sont au petit e du 1 de l'article 200. Donc ça, c'est pas évident quand on lit la loi, mais quand on lit la loi, les seuls exclus sont les cultuels. Cette loi a été votée, promulguée et appliquée par des préfets qui, du coup, constatant un certain nombre de situations, se sont mis à contester la qualité de cultuel. Et les situations qu'ils ont contestées, donnant un exemple concret, une paroisse qui a eu un temps 2 pasteurs, qui n'en a plus qu'un temporairement, qui donc, vu les demandes de logement, loue le second presbytère, le préfet lui dit, et le préfet il applique la loi telle qu'elle est écrite, vous n'avez pas le droit de louer le second presbytère. Et c'est parce que nous avons eu plusieurs de ces problèmes depuis 2015, en lien direct avec la loi de 2014, que nous disons qu'il y a une question à régler. À ce constat est venue s'ajouter la demande d'avoir des revenus qui permettent de se passer des fonds qui arrivent de l'étranger. Mais ça, c'est venu après. Je veux dire, indépendamment de ce second motif,
que nous ne nions pas, il y avait le premier motif. Voilà pourquoi nous demandons que, tout simplement, la loi générale qui permet à toute association qui existe depuis 3 ans d'avoir des immeubles de rapport puisse être appliquée aussi aux associations culturelles. Nous n'allons pas plus loin. Mais là aussi, nous ne comprenons pas pourquoi c'est permis à tout le monde, sauf à nous. Merci. Alors, je vais donner la parole pour des questions à Mme Brigitte L'Herbier, Mme Esther Benbassa et Mme Marie Mercier. Oui, Monsieur le Président. Merci. C'est plutôt une remarque qu'une question. Monsieur le pasteur Claveroli, j'ai ressenti dans vos propos une sorte de rancœur, je sais pas, j'ai eu un sentiment de doute, et surtout je tenais à prendre la parole pour dire que ce n'est pas du tout le but de ce texte. Vous savez, à Lille, tous les ans, depuis 30 ans, on se réunit avec les élus et tous les membres de chaque culte, que ce soit le rabbin, que ce soit le pasteur, le recteur de la mosquée. Tout le monde se réunit régulièrement sur des thèmes d'actualité, avec un regard aussi, un regard sur les sources de réflexion des uns et des autres, les sources religieuses. Et on s'aperçoit qu'il y a forcément des divergences, des façons de penser différentes. C'est très, très instructif, ce genre de réunion, parce qu'on s'aperçoit qu'on a une culture qui peut être sensiblement divergente, pourquoi pas. Et je pense que ces avocats, depuis 30 ans, ont réussi à montrer qu'il y avait des choses à régler. Hein. Les élus montrent leurs difficultés dans les quartiers ou autres. Et je peux vous assurer qu'on sent sur le terrain un besoin de trouver une solution. Et je pense, et ma collègue Jacqueline Eustache-Brignot le soulignait, il y avait un besoin, il faut qu'on y réponde. Et surtout, n'ayez aucune sensation d'être visé particulièrement. Merci Mme L'Herbier. Mme Benbassa. Merci Monsieur le Président et merci pour les informations que vous nous apportez. Et de même, je constate que vous mettez l'accent sur les relations intercommunautaires, ce qui est quand même très important. Et les médias n'en parlent pas assez souvent parce que ces interrelations font avancer les religions et on sait qu'on n'a jamais changé une religion par le haut, mais qu'on a toujours changé les religions par le bas dans le dialogue avec la population et les personnes intéressées. Excusez-moi de faire une comparaison, elle est peut-être audacieuse, mais toutefois, je me demande si on n'assiste pas actuellement à une sorte de concordat, mini-concordat, comme celui de Napoléon, n'est-ce pas, sous Napoléon, et là, avec des retombées assez importantes, puisqu'on sait que la religion qui est visée, peut-être parce que cette religion a besoin aussi d'être réformée, d'avancer, de se mettre au rythme des autres religions dans un Occident qui se présente aux musulmans un peu tard, disons massivement. Ils n'ont été en France qu'à partir des années 1970, même si leur présence est attestée bien avant. Cette religion a besoin d'être réformée, mais on a l'impression que cette réforme concerne d'abord l'islam et les autres religions ont été, introduites dans cette sorte de désir de réforme à tout prix, coûte que coûte, et que probablement le judaïsme et le protestantisme et le catholicisme se débrouillent très bien sans cette réforme depuis longtemps, et vu leur expérience qui n'est pas nouvelle. Et aussi, disons que ces religions sont passées par le concordat. Bon, l'islam,
venant trop tard, n'a pas eu droit au concordat. Enfin, c'est pas que je fasse l'éloge du concordat. Mais alors, on se pose cette question, pourquoi les autres religions sont touchées? On veut réformer l'islam et on essaye de toucher aussi aux institutions ou disons, au développement de ces religions sans problème jusque-là, et on se demande en quoi, lorsque vous allez changer votre système associatif, etc., en quoi on va combattre le terrorisme. Ça, c'est ma question première. Moi, je suis une enseignante. L'objectif est d'abord de former les imams. Et c'est là que commencent les choses. Et on n'a jamais attaqué ce sujet parce qu'il est trop délicat. On peut les former en terres concordataires. Moi-même, j'ai été professeur à l'école pratique de hautes études où on a les grands spécialistes des religions et aussi de l'islam. On aurait pu prendre les formations qui existent déjà à la mosquée de Paris et ailleurs et compléter cela par des cursus spécifiques. L'université publique ne fait pas de la théologie. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'il y a la théologie et le savoir républicain, les savoirs classiques des sciences humaines, etc. Alors voilà, là on est un peu dans une impasse à mon modeste avis et je crains que tout cela n'aboutisse pas si on ne commence pas tout simplement par la formation des imams. Voilà. Merci, excusez-moi d'avoir été longue. Merci. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le pasteur, donc il ne reste que 3 choses, la foi, l'espérance et la charité, mais nous avons quand même l'espérance. Alors, on a bien entendu vos propos avec toutes les réticences qui sont dans ce texte de loi. Donc, est-ce que vous pensez quand même pas qu'il y a quelques bonnes choses dans ce texte, et je pense à l'engagement républicain qui est exigé pour toutes les associations qui vont solliciter une subvention publique. Donc, est-ce que dans ce texte de loi, on peut sauver quelque chose, ou alors est-ce que c'est vraiment inutile, voire dangereux? Bien, je propose peut-être de répondre à cette première question et ensuite j'ai 2 autres demandes d'intervention. Oui, très rapidement, mais je vous remercie beaucoup pour ces questions. D'abord, j'aimerais m'adresser à madame qui a fait référence à Lille, au nord, à Tourcoing. J'ai été 12 ans pasteur à Lille, que je connais bien. Et j'ai œuvré dès les années 80-90 à justement ce tissage des relations entre les communautés. Je suis très heureux que tout ça fleurisse, continue, s'enrichisse. Et vraiment, on est dans cette dynamique. Voilà, donc la promesse républicaine vaut aussi pour les cultes, et c'est très bien ainsi. Madame Benbassa, je partage ce que vous venez de dire, vraiment, et je suis très heureux d'entendre ce propos ici, avec la pointe fine concernant la formation des imams, parce qu'effectivement, il y a un enjeu. Vous savez que la formation des cadres religieux est un enjeu, alors pour les protestants depuis la Réforme naît à l'université, elle naît à l'université, donc ce sont des profs d'université qui deviennent les premiers leaders de ce mouvement, et puis ce sont des pasteurs formés à l'université qui exercent dans les communautés. Donc cette attention à la formation des cadres est pour nous aussi très, très importante, et je vous remercie de l'avoir souligné. J'espère qu'effectivement nous trouverons des solutions pour les musulmans, pour les imams et les cadres, parce qu'il n'y a pas que les imams, il y a aussi les responsables de communautés qui doivent être formés. Et là, je pense que l'école pratique de hautes études, l'université, ont leur mot à dire, leur part à prendre dans cette formation. Mais voilà, quel système. Je me souviens quand j'étais à Strasbourg que étudiant, alors vous voyez, ça remonte à Mathusalem, le président de l'université de l'époque, Étienne Trocmé, avait proposé que, voilà, on crée à côté de la faculté de théologie protestante et de la faculté de théologie catholique une faculté de théologie musulmane. On était en 1977, c'était quand même hier, si vous voulez. Ça n'a jamais abouti, mais voilà, il y a des modèles peut-être à inventer, peut-être pas celui-là. Pour ce qui concerne le contrat d'engagement républicain, pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait 2 contractants. La loi va imposer. Je veux dire, les associations ne sont pas contractantes, là.
Donc ce mot de contrat, à mes yeux, est un petit peu surévalué. Hein. La loi propose un engagement républicain, ok, un engagement. Mais cet engagement, toutes les associations le portent. Toutes les associations qui sont sous le régime 1901 portent cet engagement. Les associations du protestantisme, en tout cas, mais celles du catholicisme aussi, qui sont engagées sur les questions de l'extrême pauvreté, du handicap, de l'exclusion, de l'accueil de l'étranger, etc., du soin. Toutes ces associations sont déjà dans cet engagement républicain et des respects de la sécurité, des respects de la loi. Donc, ok, hein, on est bien dans le renforcement des principes républicains. Mais j'allais dire, on n'est que là. On n'est que là. Ça ne va pas changer la donne fondamentalement. Donc c'est bon, il faut le garder si vous voulez, je veux bien. Mais ça ne change pas la donne fondamentalement. C'est ça que je veux dire. Et peut-être même que ça met une pression... j'allais dire un peu inutile, comme s'il y avait un soupçon, là encore, sur ces associations qui seraient dans l'incapacité de vivre la République. Mais quoi? Pour qui prend-on ces associations? Voilà. Vous voyez, je ne suis pas dans la rancœur du tout, je suis dans l'interrogation républicaine. Quand le président de la République parle d'une société de confiance et de vigilance, j'entends que la confiance soit vraiment reçue et partagée par tous. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sueur. Une remarque et une question. Remarque, Monsieur le Président et Monsieur le conseiller juridique, je trouve important la façon dont vous avez posé la question d'emblée. Quel est le problème? Et en quoi le changement juridique du statut d'une partie des associations ou des associations peut régler le problème? Et peut-on distinguer entre les associations? Il y a là des questions utiles quand nous rencontrerons, par exemple, les membres du gouvernement. Mais je pense que vous les avez posées directement. Une question maintenant, après ce constat. J'ai lu le dernier livre de M. Candiard sur le fanatisme. Il dit finalement, pour lutter contre le fanatisme, il faut mieux connaître la réalité des religions. Et la question est simple. On a parlé, Mme Benbassa a parlé de la formation des imams, mais plus généralement, comment voyez-vous dans l'enseignement public laïque, c'est important, laïque, le fait de favoriser la connaissance du fait religieux pour éviter toutes les dérives, toutes les incompréhensions, tous les fanatismes, toutes les récupérations, dans le respect de la laïcité? Merci, Monsieur Sueur. Monsieur Lecomte, et ensuite Madame Gattel. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci à nos deux. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, dans beaucoup de pays du monde, l'appartenance, on parle d'appartenance à une communauté religieuse, et ça fait partie de l'identité. Je pense que la loi de 1905 a profondément transformé notre pays de ce point de vue-là. Je pense que nous étions dans une situation où l'appartenance à une communauté religieuse faisait partie de l'identité. C'est probablement beaucoup moins le cas aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vous concevez. Est-ce que vous concevez comme représentant d'une communauté ou représentant finalement de personnes qui partagent la même démarche spirituelle? Et pensez-vous comment accompagner finalement ceux qui, dans notre pays, se considèrent comme une communauté pour être finalement pas une communauté en tant que telle, mais finalement une communauté de conviction, et pas une communauté d'identité? Merci, Monsieur Lecomte. Madame Françoise Gattel. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention. Je voudrais à la fois donner un peu un sentiment et vous interroger sur ce texte qui perturbe totalement ceux et celles qui sont dans le respect des principes républicains et qui jouissent d'une liberté que la loi leur donne. Toutefois, aujourd'hui, on voit bien que notre société elle est bousculée par certains qui usent de cette liberté pour un usage qui n'est pas un usage religieux, mais qui est un usage de prosélytisme
à l'encontre de la société. Et que cette société, elle est amenée à un moment à revisiter un peu ses fondamentaux pour se protéger parce que les choses ont bougé. Alors, j'entends vos réserves, j'entends vos observations que je ne conteste pas du tout. Quand vous dites, monsieur, mais nous faisons tout cela quand on répond à la question de Marie Mercier sur l'engagement républicain. Et à quoi bon nous demander tout cela alors même que l'État ne pourra pas contrôler? Je voudrais prendre une comparaison avec ce qui s'est passé sur l'enseignement privé hors contrat, où certaines religions qui ont des établissements scolaires d'obédience religieuse disaient mais tout cela nous le faisons, en rien nous n'enfreignons la loi. Et donc ma question est simple, monsieur. Quand une société est confrontée à de très grands dangers qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas non plus surestimer, quand elle demande à chacun d'affirmer le respect des principes républicains, quelle est, au-delà de la gêne, mais quelle est la difficulté pour ceux qui, comme vous, la respectent déjà, d'accepter ce que j'appellerais de la transparence ou d'afficher des choses, alors même que je pense que tout cela peut protéger les religions dans une société extrêmement, on va dire, éruptive. Je vous remercie. Merci Mme Gatel. Monsieur le Président, Monsieur Roch. Oui, je tiens à remercier M. Sueur pour sa question, qui se trouve m'intéresse profondément, puisque j'ai été pendant 25 ans proviseur d'un lycée public, avant d'être responsable des programmes, de l'établissement des programmes au ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est une question effectivement fondamentale qui est soulevée depuis plus de 30 années. On est obligé de constater la méconnaissance croissante de nos élèves à tous les niveaux sur les constituants de notre société, y compris les constituants religieux, mais pas que les constituants religieux d'ailleurs, l'ensemble des constituants de notre société. Et cette méconnaissance croissante des élèves renvoie, il faut le reconnaître, et l'inspection générale l'a toujours reconnu, à celle des enseignants. C'est clair, c'est clair. Et il y a eu un rapport qui avait été fait qui expliquait la nécessité de développer l'enseignement du fait religieux. Le choix qui a été retenu, c'était de ne pas créer une matière nouvelle, ce qui peut tout à fait se comprendre, mais on est bien obligé de constater que ce choix-là a conduit à ce qu'il y a un certain nombre d'établissements où il y a des activités effectives qui permettent de mieux connaître les faits religieux. Il ne faut pas dire que ça n'existe nulle part, ça existe parfois, mais c'est très lacunaire. C'est quelques établissements en France, et c'est effectivement un problème majeur qui est certainement à l'origine des difficultés et de nos concitoyens et de tout le contrôle de ces concitoyens. Je crois que c'est une question fondamentale, mais hélas, les religions participent à la formation d'un certain nombre de Français ou d'habitants de la France, mais à un nombre réduit. Là aussi, vous le savez également. Donc le seul moyen d'arriver à une formation de l'ensemble de la population, c'est de passer par le réseau de l'éducation nationale. Monsieur le Président. Oui, la question a été reprise concernant l'engagement républicain, donc je réponds à votre relance, hein, qui m'interpelle là aussi. Je vous rappelle quand même que dans le premier texte du projet de loi, on parlait de sauvegarde de l'ordre public. Enfin, je veux dire, heureusement que nous sommes intervenus, parce que ce n'est quand même pas aux associations 1901 de préserver l'ordre public. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête quand même là. Qu'elle soit dans l'ordre public, oui, mais qu'elle s'engage à la sauvegarde de l'ordre public, vous vous rendez compte le progrès qu'on a fait. Enfin, heureusement que nous sommes intervenus. Enfin, le nous est collectif, hein. Le nous n'est pas, j'allais dire, personnel, comme son nom l'indique. Et donc, nous avons évolué là-dessus. Nous avons donc heureusement fait bouger un tout petit peu le texte, de sorte qu'on parle de sécurité. Je crois que c'est le terme de sécurité publique qui a été retenu, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, clairement, les associations s'inscrivent dans le cadre du respect de la sécurité publique. Mais j'aimerais dire pourquoi nous sommes un peu émus de cela. Parce que vous voyez comment le législateur va très vite là où il ne faut pas qu'il aille. Imaginez que des associations qui demandent des subventions se voient reprocher de ne pas avoir été à l'œuvre dans la sauvegarde de l'ordre public quand elles s'occupent, j'allais dire, aux frontières, c'est le cas de le dire, aux frontières de la loi et aux frontières de l'accueil des réfugiés qui sont sans papier, qui sont pourchassés, qui n'ont
donc aucune légitimité juridique, on pourrait leur reprocher justement de se mettre en défaut et donc refuser leur financement. Vous voyez, c'était à ça que nous pensions. C'est le Secours catholique, c'est la CIMAD, enfin c'est l'entraide protestante, c'est l'armée du salut même. C'est l'armée du salut, vous imaginez, qui pourrait très bien se trouver confrontée à ce type de... Voilà. Donc les choses ont bougé et dans le bon sens, moi je m'en réjouis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour ce qui concerne la remarque sur les communautés de conviction et d'identité, j'entends bien la distinction et elle est pas seulement sémantique. Moi je ne suis pas représentant de communauté au sens du communautarisme. Mais je ne voudrais pas non plus que ce mot de communauté soit banni par la représentation nationale. Il ne faut pas quand même non plus là exagérer dans le sens d'une espèce d'arrasement de tout ce qui pourrait être le regroupement de citoyens. Enfin, je veux dire, la communauté religieuse, ça existe. Je ne veux pas dire que les communautés religieuses œuvrent au séparatisme dans ce pays. Hein. Je ne veux pas mettre en cause ça. Mais quand même, il faut honorer le mot de communauté. La communauté nationale est d'une certaine manière l'entremêlement de différentes communautés, de conviction, mais aussi d'identité, et d'identité au pluriel. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire en réponse à votre propos. Nous sommes alors là, les protestants sont très vigilants là-dessus, ne sont pas du tout en position de repli communautariste. Hein, ce sont des églises, des paroisses, et composées de citoyens chrétiens, laïque. Merci, Monsieur le Président. Madame Kuckerman. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous remercie effectivement, messieurs, pour vos propos introductifs. Je voulais réagir par le débat et un certain nombre de remarques de mes collègues sur la problématique scolaire, parce que je crois que nous devons quand même toutes et tous faire attention. Chacun a ses repères dans la société, et dans sa propre vie qui lui permettent de le structurer. Et donc, je reste convaincue que l'école est à l'image de la société et que ce n'est pas qu'un problème d'enseignement. J'entends ce que vous venez de dire, mais oui, pour avoir été enseignante précédemment, je ne suis pas sûre que ce soit en imposant une nouvelle matière sur le fait religieux que nous réglerons le souci. Nous avons aujourd'hui une absence totale de culture scientifique dans notre pays. Il n'y aurait pas une nouvelle matière, culture scientifique, à créer, alors que nous réinterrogeons un certain nombre de programmes. Mais force est de constater que, je vais prendre les programmes d'histoire, qui sont ceux que je connais le mieux, malgré les évolutions et les débats qui ont pu, y compris, agiter, nous avons toujours enseigné la naissance des religions du livre, du monothéisme, leur spécificité à chacun, puis les oppositions entre celles-ci jusqu'aux guerres de religion, à la Saint-Barthélemy, etc., etc. Et je ne suis pas sûre que les enseignants y soient mieux préparés aujourd'hui qu'hier. La vraie difficulté à laquelle sont confrontés les enseignants aujourd'hui, c'est effectivement d'abord un rapport à l'école qui est vrai pour toutes les matières où dans l'école comme dans le reste, tout le monde sait mieux que tout le monde, un rapport des enfants à l'autorité. Mais quand je parle de l'autorité éducative et intellectuelle qu'incarne un enseignant, voilà. Aujourd'hui, de toute façon, vous pouvez dire, argumenter de fait un certain nombre de choses. Celui qui a essayé qu'il avait raison sans lui aucune argumentation est convaincu qu'il a raison. Donc, moi, je nuance simplement ce qui vient d'être dit, parce que je ne suis pas sûre, pour avoir été moi-même comment ça s'appelait, maître de stage d'un certain nombre de jeunes collègues tout juste bénéficiaires du concours, que l'on soit aujourd'hui mieux formé ou mieux appareillé à l'enseignement en tant que tel. Par contre, il est vrai que nous avons les maux de la société qui rentrent dans l'école. Et autant je suis profondément attachée à la place de l'école et mais vous voyez, d'une école peut-être aussi parfois un peu à l'ancienne, une école qui transmet du savoir parce que ce savoir sera justement le fondement de la communauté républicaine. Et d'une école où à un moment donné, on ne débatte pas de tout et ne remette pas tout en question et que oui, en matière notamment d'histoire, il y a des choses qui sont factuelles et qui doivent être intégrées par tous pour générer du commun. Quant au reste, l'école, comme tout le reste, elle est pénétrée du meilleur
et du pire de la société, et donc de pratiques aussi religieuses qui ont évolué, de rapport à la religion qui a évolué. Mais je ne suis vraiment pas certaine que ce soit en rajoutant, en tout cas, qu'on y trouve les solutions. Certainement, nous aurons, et peut-être à travailler avec d'ailleurs l'ensemble des représentants des cultes, à comment peut-être mieux armer, je le disais, les enseignants, mais pas forcément à rajouter quelque chose qui, quoi, quand même... Pour un gamin de 13 ans, ne veut rien dire. C'est quoi le fait religieux? Le fait religieux, il ne s'inscrit forcément que dans un vécu passé et dans la construction du présent pour réussir ensemble demain. Voilà, donc je veux dire, ces matières-là, elles existent déjà. Il faut par contre retravailler peut-être un peu plus le rôle des adultes dans tout ça. Merci Mme Kuckerman. Et je crois, pour terminer, Mme Eustache-Brinio. C'est juste une toute petite question, juste pour savoir. Je vais savoir si toutes les églises de votre fédération sont en phase avec vous. Est-ce qu'elles ont toutes la même analyse de ce texte? Et en particulier, j'ai une question, savoir si les églises évangéliques ont la même position et sont dans la même interrogation que vous sur ce texte. C'est tout. Merci Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Et pour terminer, toute la partie, notamment sur... c'est le fait qu'on parle d'église évangélique qui me fait penser à ça. Est-ce que ça va modifier les choses pour vous? Bien, Monsieur le Président. Ou Monsieur. Oui, d'abord, je voulais remercier l'intervention précédente là, sur voilà, la difficulté rencontrée dans l'éducation nationale sur ces sujets qui sont très larges et qu'évidemment un projet de loi comme celui-ci ne va pas régler. Mais voilà, cette insistance sur voilà, la particularité au fond de ce métier d'enseignement qui a des enjeux majeurs, voilà, je la salue, cette insistance, et je vous remercie de l'avoir noté aujourd'hui. Nous ne réglerons pas la question, évidemment, ce matin. Pour ce qui concerne la question des... Alors, la Fédération protestante de France rassemble... j'allais dire une brassée d'églises. Vous voyez, j'évoquais tout à l'heure l'Armée du Salut, les pentecôtistes, les adventistes, les baptistes, les évangéliques, etc. Et voilà, donc on est vraiment une famille recomposée, sans cesse en recomposition. Et donc les évangéliques qui font partie de la fédération et même ceux qui n'en font pas partie sont évidemment sur ce plaidoyer. Comme nous en avons parlé, ça a été partagé, ça a été discuté. Donc ce texte a circulé évidemment. Et il a été préparé de concert par les représentants de la fédération. Pour ce qui concerne les dom-tom, là, je préfère laisser la parole à monsieur. Oui, pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, il était tout à fait compréhensible que l'on s'efforce d'essayer d'harmoniser un peu les dispositions. Donc l'idée, là encore, ce n'est pas l'idée qui pose problème. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a quand même 2 départements en France où nous rencontrons de réelles difficultés. C'est la Guyane et Mayotte. D'ailleurs, j'avais déjà eu l'honneur d'être entendu par la commission des lois au moment de la départementalisation de Mayotte. Nous rencontrons des difficultés parce que dans ces 2 départements, la loi de 1905 ou le décret de 1911, peu importe, ne s'applique pas. Et il s'applique ce qu'on appelle les conseils d'administration de 1939. Il se trouve que ces dispositions ne sont appliquées qu'au culte, qu'à un seul culte, le culte catholique pour être bref. Et que depuis plusieurs années, les protestants qui habitent sur place demandent au préfet de aussi reconnaître des conseils d'administration protestants et que les dossiers se perdent. Je dis se perdent parce que c'est la seule réponse qu'on a. Le dossier s'est perdu, refaites-le. Ils le refont et ça se repère de nouveau. D'où mon insistance tout à l'heure sur les dossiers inutiles, parce qu'on pourrait vous en donner de nombreux exemples. Et nous ne comprenons pas que cette question, qui est une question réelle, ne soit pas traitée, puisque la loi, elle applique la loi de 1905 dans les départements où il y a un décret d'application de la dite loi, mais qu'elle ne règle pas du tout la question des départements où il n'existe pas. Donc, il y a là, si je prenais une expression qui devient courante, un trou dans la raquette qui nous interroge. Pourquoi cette question n'est pas traitée, alors que c'est une vraie question? Merci. Je crois que nous arrivons au terme de cette audition. Au nom de la Commission des lois, Monsieur le Président, Monsieur, nous vous remercions. Et donc, nous allons continuer naturellement. Il n'est pas incertain que nous n'ayons pas à revenir vers vous pour des formes de questionnement ou de consultation, puisque nous avons quand même jusqu'au mois de mars. Et en tous les cas, merci de votre présence. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, permettez-moi donc de faire cette introduction que j'ai déjà faite auprès de l'autre chambre, l'Assemblée nationale.
S'agissant donc du projet confortant les principes de la République. Comme dans son exposé des motifs, le rapport de loi confortant le respect des principes de la République annonce qu'il vise, je cite, à en terminer avec l'impuissance face à ceux qui malmènent la cohésion nationale et la fraternité, face à ceux qui méconnaissent la République et bafouent les exigences minimales de vie en société, conforter les principes républicains. Cet objectif, nous le partageons entièrement. L'exposé des motifs indique également, face à l'islamisme radical, face à tous les séparatismes, force est de constater que notre arsenal juridique est insuffisant. Il faut regarder les choses en face. La République n'a pas suffisamment de moyens d'agir contre ceux qui veulent la déstabiliser. Je cite donc l'exposé des motifs du projet de loi. Ce diagnostic repose certainement sur des difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour mettre hors état de nuire des groupuscules qui profitent de certaines zones grises de notre droit et alimente un climat de tension recherché par les extrémistes de tous bords. C'est ce climat de tension qui permet aux extrémistes de se nourrir mutuellement et de prospérer. Il faut permettre à l'administration, notamment judiciaire, d'exercer sa mission dans un cadre clair et plus sûr. Il faudrait aussi se donner les moyens suffisants pour bien appliquer les lois existantes et celles qui seront votées. Même si la loi ne règle pas tout, la loi, pour avoir un sens, doit être effective. Rien ne serait pire qu'une loi inappliquée. Une loi inappliquée, c'est une loi défiée, selon une expression bien connue. Le combat contre l'extrémisme se réclamant de l'islam est aussi notre combat. Nous sommes résolument déterminés à le mener avec toutes nos forces. Nos cadres religieux, notamment les imams et aumôniers, sont en première ligne depuis bien longtemps. De nombreux jeunes ont pu être sauvés des griffes de cet extrémisme grâce aux efforts des imams de France. Ces efforts doivent être soutenus et renforcés. L'idéologie extrémiste a fait le terreau des principaux drames qui ont endeuillé notre communauté nationale. Jusqu'aux années 70, le terme islamisme était synonyme de islam, comme judaïsme et christianisme sont synonymes de la religion chrétienne et de la religion juive. Aujourd'hui en France, islamisme est synonyme d'une idéologie à combattre. Dans le monde arabo-musulman, islamisme est souvent traduit par islam. De nombreux malentendus avec ce monde peuvent naître aussi de ce décalage dans le langage. Nous formons le vœu qu'il soit systématiquement suivi par les adjectifs radical ou extrémiste. Islamisme radical ou islamisme extrémiste. Cette idéologie se nourrit d'autres extrémismes qui gangrènent les fondements de notre société. Faut-il le rappeler, le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a assassiné 51 fidèles de 2 mosquées néo-zélandaises avait déclaré être inspiré par des promoteurs français de la théorie du grand remplacement. Des adeptes de cette théorie ont été condamnés par la justice de notre pays à maintes reprises pour provocation à la haine raciale. Ces condamnations ne les ont pas empêchés de continuer à semer les graines de la division entre les musulmans et leurs concitoyens. Ce séparatisme doit être également combattu. L'action envisagée par le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, contre le groupuscule Génération Identitaire fait partie de ce combat. De nombreuses dispositions du projet de loi sont utiles et nécessaires pour mener cette lutte contre l'extrémisme se réclamant de l'islam. D'autres inquiètent les responsables de culte parce que disproportionnés par rapport au but recherché. Ces inquiétudes, nous les partageons.
S'agissant des dispositions qui ne devraient pas susciter de grands débats, mais des ajustements sont fortement souhaités. Il y a les dispositions consacrées au principe de neutralité dans les services publics, dont l'inscription dans la loi de la jurisprudence sur la neutralité des agents de service public et les organismes privés en charge de services publics, sans nouvelle extension. Une meilleure protection des agents du service public, une meilleure protection des institutions et des services publics face à des agents ayant fait la démonstration de leur adhésion à des idées ou à des actes de terrorisme. Les dispositions destinées à protéger la dignité des personnes et à garantir l'égalité hommes-femmes en s'attaquant notamment aux pratiques coutumières dégradantes. Les mariages forcés, l'excision, les certificats de virginité, pratiques prétendument musulmanes et qui portent atteinte à la dignité de la femme, sont prohibées dans le droit musulman, car en totale contradiction avec ses principes et ses valeurs. Les dispositions consacrées à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne sont essentielles. Nous savons aujourd'hui que les haineux profitent de l'anonymat et de la force de diffusion d'Internet et des réseaux sociaux pour déverser leur haine en toute impunité. Les dispositions permettant de s'assurer que tous les enfants de la République bénéficient d'une éducation et d'une scolarisation auxquelles ils ont droit sont nécessaires également pour lutter contre des formes d'endoctrinement dont sont victimes les enfants de la République. Lutter contre l'ingérence étrangère participe à la sauvegarde de notre souveraineté. Des mesures sont proposées dans ce sens. Certaines doivent être proportionnées à ce but recherché. Je pense notamment au financement. L'amélioration du droit financier pour lutter contre le financement du terrorisme sont aussi des mesures essentielles. Introduction de mesures de protection des associations contre les entrismes et les putschs dont elles peuvent être victimes est importante pour nous. Des avantages nouveaux pour les associations cultuelles ont été proposés. Je pense notamment aux bénéfices des immeubles de rapport et les taux de défiscalisation des dons. J'y reviendrai dans un instant. Sans avoir été exhaustive, le temps ne le permet pas, le projet réaffirme incontestablement des principes républicains et introduit des outils pour les conforter avec un souci d'équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Il est difficile aujourd'hui, je pense que le volet associatif est peut-être le volet qui inquiète le plus les associations musulmanes. Il est difficile aujourd'hui de savoir quel est le nombre d'associations musulmanes qui sont sous le régime 1905 ou 1901, mais ce que je peux dire de façon certaine, c'est plus de 90% des associations gestionnaires de mosquées sont sous le régime 1901. En réalité, selon les associations gestionnaires de mosquées, le CFCM, le Conseil français de culte musulman que je préside, n'a dans son registre que les associations qui ont participé aux élections et qui ne représentent pas la plupart des... Ils représentent à peu près 1 millier d'associations parmi les 2500 ou 3000 associations qui gèrent les mosquées. Même lorsque ces associations participent aux élections, leurs dossiers sont déposés au Conseil régional du culte musulman et c'est eux qui remontent ces dossiers au Conseil français du culte musulman et l'information selon laquelle l'association est de régime 1905 ou 1901 n'apparaît pas dans le dossier. Donc je serais incapable de vous dire quel est le nombre exact d'associations de gestionnaires de mosquées qui sont sous la loi 1905. Mais en tout cas, ils sont très minoritaires. Donc c'est 1901 qui est la majorité. Puis bien sûr, les associations de l'Alsace-Moselle sont sous le droit local. La réticence, vous le savez, la réticence face à toute modification de la loi 1905 n'est pas nouvelle, même si les aménagements de cette loi ont bien été nombreux depuis sa promulgation. La construction de la Grande Mosquée de Paris a été possible notamment grâce à l'un de ces aménagements
qui a permis aux parlementaires de voter à cette occasion une subvention de 500 000 francs à l'époque à la mairie de Paris de faire donation du foncier. Ces modifications n'ont pas remis en cause les équilibres trouvés au début du siècle passé. Depuis, le contexte a changé. Le gouvernement constate que l'arsenal juridique dont il dispose est insuffisant pour apporter les réponses aux nouveaux défis. Quoi donc de plus normal que de proposer les ajustements nécessaires si les équilibres sont préservés? Les structures associatives, avec des moyens réduits, peinent à mobiliser des acteurs bénévoles pour assumer leur mission. Certaines contraintes introduites par le projet pourraient aggraver cette précarité. Ces contraintes accrues peuvent aussi faire fuir les plus intègres et laisser le champ libre à des aventuriers. Les extrémistes peuvent choisir de ne pas utiliser les supports associatifs. Les réseaux sociaux leur offrent déjà un espace très étendu et moins contrôlé. L'accentuation de certaines contraintes, plus particulièrement sur les associations cultuelles ou à objet cultuel, pourrait être interprétée comme une suspicion généralisée à l'égard de ces associations. Or, ces associations ne sont pas le support habituel pour les activités de ceux qui veulent déstabiliser la République. L'immense majorité des associations gestionnaires des mosquées sont sous le régime 1901. Elles mènent des activités culturelles et sociales. Désormais, elles sont considérées comme associations à objet cultuel et seront soumises aux mêmes contraintes que les associations sous le régime 1905, sans bénéficier des mêmes avantages. Cela va engendrer des frais de fonctionnement supplémentaires importants. La certification des comptes serait une charge lourde, notamment pour les petites associations. L'objectif est sans doute d'amener les gestionnaires de mosquées à se mettre sous le régime 1905 et à créer d'autres supports associatifs pour leurs autres activités. À titre personnel, j'ai été toujours favorable. D'abord pour inscrire le culte musulman dans le paysage cultuel français qui est majoritairement sous le régime 1905, ou équivalent, je pense notamment aux diocésaines. Pour gagner en rigueur de gestion nécessaire pour obtenir la confiance des fidèles et des donateurs. Et enfin, pour avoir droit à certains avantages dont bénéficient les associations cultuelles. Cette évolution souhaitée doit être progressive. Les délais prévus pour la mise en œuvre du projet ne sont pas suffisants. Compte tenu de l'importance de la tâche, il faut également un accompagnement par les services de l'État et des collectivités locales. La multiplication des contrôles administratifs des associations à objet cultuel inquiète les associations musulmanes. L'exposé des motifs du projet de loi annonce clairement qu'il cible essentiellement les associations à inspiration islamiste. Cela pourrait présenter le risque de jeter l'opprobre sur l'ensemble des associations musulmanes. L'une des demandes du culte musulman et d'autres cultes concerne les immeubles de rapport. La réponse proposée à cette demande via l'article 28 n'est malheureusement pas suffisante. En effet, ce qui est proposé est la possibilité pour les associations cultuelles de posséder tout immeuble acquis à titre gracieux. Les anciennes générations des musulmans ont en général des revenus modestes et n'ont pas constitué un patrimoine immobilier allégué aux associations. Nous demandons la suppression de la condition acquis à titre gracieux pour permettre aux fidèles de doter leur lieu de culte de biens immobiliers via une souscription collective. La rente permettrait d'assurer le fonctionnement des mosquées. Et il n'est évidemment pas question pour nous de transformer les associations gestionnaires de mosquées aux agences immobilières, mais je pense que le but recherché, celui de satisfaire les besoins d'une association gestionnaire d'une mosquée, peut être plafonné pour que le but recherché soit préservé. D'autres demandes que nous avons formulées concernent les baux amphithéotiques, qui consistent à permettre aux collectivités territoriales et les associations cultuelles à conclure un bail amphithéotique prévoyant, au cours du bail ou à l'issue de l'échéance, une option d'achat pour ces dernières, afin d'éviter
que les communes en deviennent propriétaires au terme du bail. Je pense que les cultes auront à gagner pour la confiance d'avoir donc la possibilité d'acquérir le lieu, qu'il ne soit pas transformé en notre destination, mais aussi pour les communes à ne pas gérer ou à entretenir des bâtiments, nombreux bâtiments qui seront donc sous sa propriété à l'échéance des bons emphytéotiques. La réforme de la caisse Cavimac permettre via une cotisation complémentaire de bénéficier des indemnités partielles d'une perte de salaire ou en cas d'accident de travail. Je sais que la Cavimac a été formée surtout pour les prêtres catholiques. Un certain nombre d'imams sont sur la Cavimac aujourd'hui, mais vous savez, les imams, il n'y a pas le célibat, donc souvent c'est des familles qui sont derrière, des enfants qui doivent suivre des études, donc il y a des frais que peut-être que les prêtres ne supportent pas dans leur vie de tous les jours. Il suffit qu'il y ait un malentendu avec le président de l'association, l'imam se trouve en situation de cessation de travail et dans ce cas-là, il n'a pas de droit aux indemnités partielles. Nous l'avons déjà vécu pendant le Covid, puisque tous les imams qui étaient sur la Cavimac ne pouvaient pas être en cessation partielle de travail. Et donc l'association devait, dans tous les cas, payer le salaire de l'imam, tout en sachant que l'imam ne ferait qu'une partie très, très infime de ses fonctions au sein de la mosquée. Il y a d'autres demandes que nous avons faites auprès du gouvernement qui n'ont pas été prises en compte, mais je passe à la dernière mesure sur laquelle le culte musulman ne pourrait pas être bénéficiaire à court terme, je pense plutôt à moyen et à long terme, c'est la défiscalisation, passer de 66% à 75%. D'autres cultes vous l'exprimeront également. Alors, quoi dire de plus sur cette introduction préliminaire? Alors, sur la question des mesures qui touchent à la police du culte, de nombreuses mesures sont utiles et nécessaires, notamment celles qui permettent d'empêcher des putschs et de prise de contrôle par des groupuscules des mosquées, l'utiliser à des fins qui ne sont pas les leurs. La question du ministre du culte, on sait très bien que dans le projet de loi, il est question du ministre du culte, notamment lorsque on introduit dans l'association une assemblée délibératrice qui permettrait notamment peut-être de désigner, c'est une intrusion dans l'organisation du culte, notamment parce qu'il y a un manque de définition du statut même du principe de ministre du culte. Alors, je vous dirai peut-être un mot sur le Conseil national des imams, et je pense que, s'agissant donc des ministres de culte, aujourd'hui, nous le savons, que la définition actuelle ne permet pas de voir clair quant au statut d'un imam. Il est important que les institutions religieuses musulmanes elles-mêmes s'occupent dans leur droit interne de définir le statut réel de l'imam avec les différents grades qu'il pourrait avoir. C'est normalement l'objectif de ce Conseil national des imams, sa création. Toutefois, la création du Conseil national des imams ne réglerait pas ce problème dont j'évoque aujourd'hui, parce que le Conseil français du culte musulman, de par ses statuts, n'a pas d'emprise directe sur les associations gestionnaires de mosquées et sur les ministres de culte. Tout ce qu'il pourrait faire éventuellement, c'est de donner des agréments, mais ça serait volontaire, c'est-à-dire le ministre de culte, c'est lui qui va faire la demande au CFCM pour avoir cet agrément. Voilà, je vais m'arrêter ici pour leur donner la possibilité aux sénateurs et sénatrices de poser leurs questions. Merci Monsieur le Président. Madame Verrien. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Président pour avoir évoqué effectivement des différents détails de ce texte. D'une façon plus générale, je souhaitais vous interroger pour savoir si le vrai problème, et d'ailleurs que du coup on essaye de traiter dans la loi en essayant de faire 1901-1905, n'est pas le fait que la religion musulmane, à la différence d'autres, mêle très étroitement le cultuel, le culturel, le social, comme vous le disiez, voire même le politique. Et c'est en cela que, du coup, islamisme n'est pas forcément négatif, sauf peut-être selon notre regard,
où la religion ne doit pas se mêler de politique. D'où cette séparation qu'on essaye de faire entre 1901 et 1905 et qui est peut-être difficile à atteindre justement par rapport au culte musulman. Et là aussi, des questions ont été posées à une différence que nous on fait entre le culte et communauté et qui est peut-être plus difficile à trancher. Donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Et puisqu'on parle d'association, connaître votre point de vue sur le fait que le régime de dissolution administrative des associations issu de la loi du 10 janvier 1936 et son évolution qui tend à conférer la suspension d'activité par rapport au ministre de l'Intérieur. On comprend bien l'objectif qui est de pouvoir justement, puisque c'est essentiellement associatif, pouvoir lutter contre des dérives potentielles. Merci Mme Verrier. Mme Eustache-Brignon. Merci Monsieur le Président. Monsieur Ossao, on a déjà échangé 2 ou 3 fois ensemble sur tous ces sujets parfois compliqués. Alors merci pour vos propos, ce que vous avez expliqué. Je pense qu'on a un objectif commun et que ce texte a un objectif, c'est de régler un certain nombre de problèmes que la France a devant elle, que vous avez aussi, et que ensemble, on devrait pouvoir y arriver. Alors, vous avez rappelé que l'État français luttait contre celles et ceux qui veulent nous séparer, ou en tout cas nous mettre les uns en face des autres. Vous avez parlé de génération identitaire, mais vous avez oublié de citer le CCIF et Baraka City, qui quand même étaient des organisations complètement hostiles à la République. Il ne faut pas oublier ce que prônait le CCIF depuis quelques années, ce que prônait Baraka City depuis quelques années. Donc voilà, je pense que quand on parle des uns, il faut aussi parler des autres. Je pense que c'est extrêmement important. Nous avons probablement des ennemis communs. Donc, vous avez parlé aussi dans ce texte de valeurs que vous partagez, dont on parle aujourd'hui, mais qui pour nous sont une évidence. C'est-à-dire que l'égalité homme-femme est une évidence, la liberté d'expression est une évidence. Vous avez parlé de 2 sujets qui nous touchent, en tout cas moi en tant que femme qui me touche, c'est les mariages forcés et l'excision. Les mariages forcés, très sincèrement, vous le savez autant que moi, ce texte ne réglera pas le problème des mariages forcés, absolument pas. Moi j'ai été maire pendant 3 mandats, ça ne réglera pas le problème des mariages forcés parce que c'est pas écrit sur le front de la jeune mariée quand elle arrive à la mairie, mariage forcé en prévision. Donc c'est plutôt quelque chose qui doit se travailler au sein même des familles. C'est une éducation qui doit être portée pour lutter contre les mariages forcés. Retravailler peut-être sur la place des garçons aussi, face aux filles. Donc sincèrement, c'est bien d'en parler, mais je suis très sceptique sur les portées, en tout cas sur les mariages forcés, parce que malheureusement, il y en a plus qu'on ne le croit, et malheureusement, ça ne se voit pas quand on vient faire un dossier. Donc ça, je pense que vous devez aussi prendre part en termes d'éducation. Vous avez parlé aussi de la lutte contre des discours de haine, en particulier dans les mosquées. Mais moi, je me pose la question, quel est le rôle des imams dans les mosquées pour lutter contre ces discours de haine qui, effectivement, ne favorisent pas l'unité nationale. Donc, je pense que, voilà, il faut aussi qu'on redéfinisse les obligations, les droits et devoirs de chacun en la matière. Vous avez parlé de contrôle parce que ça inquiétait, mais ça ne peut inquiéter que celles et ceux qui ne sont pas dans la règle et dans la loi. C'est-à-dire, quand on est contrôlé et qu'on ne supporte pas d'être contrôlé, c'est souvent qu'on a des choses à reprocher. Donc celles et ceux, à mon avis, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, celles et ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre des contrôles, clairement. Il me semble. Après, je voudrais juste vous poser une question, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous au fait des mêmes choses. Je voudrais savoir exactement, selon vous, combien de musulmans sont vraiment pratiquants, parce que c'est toujours des chiffres qu'on n'a pas, voilà. Est-ce que vous avez une idée du nombre de réellement pratiquants au sein de la communauté, voilà, parce que ça peut être intéressant de le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir le nombre de mosquées réellement connues, enfin voilà, parce que c'est des chiffres qu'on n'a pas bien, et c'est important que nous puissions les avoir. Voilà, donc c'est des choses très concrètes que je voulais aborder avec vous. Et puis un dernier point, parce que je veux évidemment laisser la parole aux autres, je voulais revenir 2 secondes sur la charte des principes pour l'islam de France qui a été signée récemment, un peu dans la douleur, il faut bien le reconnaître, et je voudrais savoir quelle est la qualité du monsieur qui a signé au sein de l'organe musulman de France, parce que c'est pas le président, c'est pas
le responsable. Je voudrais connaître la qualité de celui qui a signé au nom des musulmans de France. Voilà, j'en arrête là pour l'instant. Merci, mesdames. Monsieur Reichart. Oui, merci, Président. Monsieur le Président, deux questions. La première concerne la qualification des imams. Il n'y a rien dans le texte qui nous est soumis à cet égard. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est par là que cela devrait commencer. Je rejoins un peu la question posée par Madame Eustache-Brignot tout à l'heure. Il est indispensable que, comme les autres religions, à mon sens, les imams soient formés, soient qualifiés. J'ai bien noté tout à l'heure que vous nous parliez du Conseil des imams qui a été créé à l'initiative du CFCM, mais vous disiez vous-même qu'il n'avait pas de puissance, il n'avait pas de contraintes, ce texte, vis-à-vis de celles et ceux qui ne voudraient pas aller dans ce sens, et qui plus est, si je suis bien informé, il y aurait au moins deux composantes du CFCM, lorsqu'elles veulent bien y siéger, qui n'ont pas donné un accord à l'égard de cette proposition de label ou de labellisation par le CFCM ou par le Conseil des imams, des imams qui exerceraient dans les mosquées. Donc qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que le temps n'est pas venu de discuter d'une véritable exigence de qualification pour les imams à cet égard, selon des modalités naturellement à discuter, puisque nous sommes ici en loi de 1905 qu'il faut naturellement examiner de près. Deuxième question, l'exposé des motifs du projet de loi met en avant le souci de transparence pour expliquer précisément les nouvelles contraintes qui porteraient sur les associations. Pour avoir à l'époque fait, j'étais co-rapporteur d'une mission sénatoriale sur l'islam il y a 3 ans de tête, je m'étais rendu compte qu'il y avait d'autres domaines qui auraient mérité de la transparence et dont il n'est pas non plus dit quoi que ce soit dans ce texte. Je vise tout particulièrement le halal. Bien. Et nous avions à l'époque proposé qu'il y ait une redevance halal pour services rendus. On n'en voit rien dans ce texte. Autre phénomène qui mériterait aussi une plus grande transparence, c'était le Hajj, le pèlerinage. On n'en voit rien dire non plus. Alors à quoi sert-il de mettre de la transparence dans les associations alors que par ailleurs il n'y en a pas? Autant avoir une transparence totale si effectivement on veut limiter les flux d'argent frais pour le cas échéant organiser des attentats ou etc. Bref, est-ce que, Monsieur le Président, c'était donc ma deuxième question, vous ne pensez pas qu'il faudrait amender ce projet de loi pour poser le problème dans sa globalité, donc en importance sur la qualification des imams et en cohérence sur les flux financiers? Je vous remercie. Merci M. Reichart, qui était effectivement co-rapporteur de commission d'enquête en 2016 sur l'islam de France. Madame Benbassa. Merci, monsieur. Pardon. Après, je donnerai la parole, Monsieur le Président. Il y a d'autres collègues qui veulent intervenir. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Moussaoui. J'ai quelques questions assez simples. On a bien vu que la composante turque du CFCM, très liée à Erdogan, n'a pas adhéré à cette charte. Donc vous connaissez les problèmes, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, délaisser une des branches du CFCM. Il faudrait trouver une solution.
Et là, j'ai vu aussi que les autorités musulmanes de Rhône-Alpes, M. Katab et M. Gassi, qui sont des personnalités bien connues des musulmans de la région, n'adhèrent pas non plus à cette charte. Sans compter la Réunion. La Réunion, c'est un autre problème. On ne va pas rentrer dans les détails parce que la loi de 1905 à la Réunion, c'est pas du tout appliqué de la même façon. Et la Réunion a un islam d'usage, de coutume, qui ne rentre pas probablement dans cette charte. Alors, écoutez, si cette charte n'est pas signée, alors elle sert à quoi ? Est-ce que vous avez la possibilité d'agir de telle sorte que cette charte soit signée par tout le monde ou amendée ? Ce que demandent les dignitaires de Rhône-Alpes, c'est plutôt d'être concertés davantage. Et ils reprochent qu'on n'ait pas pris aussi leur avis. Et c'est vrai que cette charte est venue par le haut et pas par le bas. C'est ce que, quand on lit M. Gassi et Kateb, c'est ce qui ressort. Peut-être qu'il y a une concertation à avoir avec les différentes mosquées, les différents dirigeants, pour qu'il y ait une sorte d'entente afin de réformer l'islam. Vous n'allez pas le réformer parce que vous avez signé une charte. Il y a 6 millions de musulmans en France, ils ne vont pas dire merci la charte, et demain on change, on fait autre chose. Moi, je ne suis pas pour la réforme par le haut. Ça n'a jamais servi dans l'histoire, ça a créé que des problèmes pour les religions. La deuxième chose, c'est, vous l'avez d'ailleurs évoqué, comment vous allez labelliser des imams ? Vous n'êtes pas des théologiens, le CFCM, c'est des cadres. Je ne sais pas quelle est votre compétence pour labelliser des imams. On sait que le judaïsme et l'islam ne sont pas des religions hiérarchisées, mais depuis le Concordat, il y a un consistoire qui, plus ou moins, s'occupe de cette labellisation, parce que quant à la formation, il y a des problèmes. L'école rabbinique ne marche pas si bien que ça. Mais c'est un vrai problème. Est-ce que vous ne pouvez pas, à mon modeste avis, vous ne pouvez pas former des imams ou labelliser des imams si vous ne faites pas des larges comités comportant les différents grandes mosquées, enfin les mosquées importantes de différents mouvements de l'islam, avec des théologiens, des sociologues, des civils, parce que là, on parle des imams comme s'ils étaient des enseignants. Non, ce sont des théologiens. Il faut dire à tout le monde que c'est des théologiens. La théologie ne s'apprend pas à l'université encore. Donc, il faut trouver des solutions pour labelliser ces imams. Et sinon, là aussi, vous le savez mieux que moi, vous êtes un professionnel, vous connaissez votre communauté très bien. J'utilise ce mot communauté dans le sens très large de communauté utilisé par les dignitaires protestants qui étaient là. Voilà, ces questions restent ouvertes et c'est pas les associations qui posent problème. C'est ces questions-là, il me semble-t-il. Merci, Mme Benbassa. Petite entorse au principe que je vous ai donné tout à l'heure. Monsieur Sueur. Merci, cher Président. Je voulais d'abord dire les questions que je ne poserai pas. Parce que d'abord, j'ai entendu déjà beaucoup de questions. Et puis, je tiens à dire cette conviction, Monsieur le Président, il n'appartient pas à l'État, à la République, d'organiser les religions. Il appartient à l'État républicain de veiller à ce que les religions, comme toutes les entités dans ce pays, respectent la loi. Si dans une mosquée ou dans un autre lieu, il y a des propos racistes, eh bien, ces propos doivent être condamnés, sanctionnés en vertu des lois de la République. Donc, il y a ce qui relève de la loi, et à mon avis, c'est cela qui doit d'abord essentiellement nous motiver, nous législateurs. Voilà, je tiens à faire cette mise au point. Et j'avais une question. Je crois que beaucoup des dérives qui existent
Certains, en effet, pourquoi le mot islamisme? Utilisation de l'islam contre ce qu'il est, contre son message, contre les livres, les livres. Mais dans ce cas-là, il y a un problème qui est celui de l'interprétation. Il y a des interprétations littérales qui aboutissent à être totalement incompatibles avec justement le primat de la loi auquel nous, parlementaires, nous devons veiller. Donc la question du respect de la loi, ce qui suppose finalement de mettre en cause des interprétations fallacieuses, est une vraie question. Je voulais vous demander comment vous réagissez par rapport à cela, Monsieur le Président. Merci, Président. Merci, Monsieur Sueur. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Et puis ensuite, après votre réponse, nous aurons Madame Gattel, Madame Assassi, Madame Chasse-Brignon. Allez-y, Monsieur le Président. Oui, sur la première question portée sur la dissolution administrative, qui confère évidemment au ministre de l'Intérieur un peu plus de pouvoir pour permettre de dissoudre une association et faire cesser ses activités lorsqu'elle présente un danger pour la société. À titre personnel, je ne suis pas contre, à condition qu'il y ait un débat contradictoire et que toujours le contrôle du juge soit possible et qu'il n'y ait pas forcément d'arbitraire. Je sais que les pouvoirs publics, dans toute leur action, n'ont jamais été arbitraires. Je pense que c'est plutôt le contraire, qu'il y a eu souvent, on l'accuse de laxisme. Je pense qu'il y a une nécessité, effectivement, peut-être de raccourcir les périodes parce qu'on a l'impression qu'il y a des associations qui profitent des délais octroyés par la justice pour continuer à exercer l'activité. Donc à titre personnel, effectivement, dans certains cas, lorsque la situation exige, les pouvoirs publics doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à l'ordre public. Sur la question de CCIF Baraka City, je ne les ai pas cités parce qu'ils sont déjà dissoutes, comme vous le savez. Et lorsque j'ai parlé de génération identitaire, je parlais surtout dans l'autre séparatisme qui n'est pas prévu dans le projet de loi. La question de mariage forcé, effectivement, c'est difficile parfois de faire savoir qu'à la fille, peut-être la peur des représailles au sein de la famille. Mais je pense que la loi permet quand même d'ouvrir des possibilités pour certaines, pour celles qui peuvent, qui feront, je dirais, confiance à la loi et à la protection de la République. Et je pense que c'est important de poser aussi certaines limites et certaines règles et faire du travail pédagogique à l'égard des familles. Sur la question du discours de haine dans les mosquées, je ne partage pas votre avis sur le fait que ce discours de haine dans les mosquées est très, très fréquent. Vous savez qu'il y a 1 million de personnes qui se rendent chaque vendredi dans les mosquées. Si jamais il n'y avait que quelques imams qui prêchaient la haine dans les mosquées, on aurait peut-être quelques milliers ou quelques centaines de personnes qui seraient radicalisées. Ce n'est pas le cas. Je pense, heureusement, les imams font un travail. J'ai rappelé le rôle des imams. J'ai pas dit qu'il y en avait beaucoup. J'ai dit quel est le rôle des imams pour lutter contre les... Justement, je pense que les imams, si on n'avait pas des imams qui jouaient ce rôle-là de lutter contre la haine, on serait peut-être face à des centaines, voire des milliers de jeunes radicalisés. Parce qu'il y a ce travail-là qui est fait au niveau des mosquées, où je répète, 1 million de personnes se rendent pour répondre à une question, combien de personnes sont pratiquants? Vous savez, dans notre pays, on ne peut pas faire de sondage dans ce sens-là, mais par contre, la plupart des statistiques, des fourchettes qui sont données, c'est entre 20 et 25% de participants. D'où la question de 1 million, parce qu'on estime à peu près qu'il y a entre 20 et 25% des personnes qui se rendent à la mosquée le jour de vendredi. Mais je tiens à préciser effectivement que les imams jouent un rôle important. Mais nous voulons aller plus loin, parce que souvent, les jeunes ne se radicalisent pas à la mosquée, parfois aux alentours de la mosquée, parce qu'il y a des groupuscules qui profitent de la présence des jeunes aux alentours des mosquées, mais c'est surtout au niveau des réseaux sociaux et Internet. Et c'est là où je pense que nos imams doivent être préparés pour investir ce terrain. Ils le sont moins, et il faut le reconnaître.
Sur la question qu'on m'a posée sur Musulmans de France, celui qui avait signé, c'est M. Tahame Brez, qui était l'ancien président de l'OIF. Il a été président. Il est membre du bureau de Musulmans de France. C'est le représentant de Musulmans de France au sein du CFCM. Puisque, comme vous le savez, Musulmans de France, ils ont un seul représentant au bureau, c'est M. Tahame Brez. Sénateur Richard, effectivement, j'ai consulté votre projet de loi à l'époque, votre proposition à l'époque de celle de 2016, effectivement, dans laquelle vous souhaitiez qu'il y ait quelque part une définition de ceux qui ont la capacité d'exercer et je pense le projet de loi malheureusement n'a pas prospéré, mais je reviens sur la difficulté que rencontre le culte musulman, et je pense que là je vais être suffisamment clair pour que vous ayez une idée sur la difficulté profonde, parce qu'on pourrait regarder de façon superficielle, mais la difficulté majeure, c'est le fait que la création du Conseil français du culte musulman, en 2003, il a été construit sur la base de 3 documents. Un document, ce qu'on appelle l'accord cadre entre fédérations de l'époque. Il y avait aussi un document qui régit les rapports entre l'islam et la République, et puis les statuts du CFCM. Le statut du CFCM fait référence à ces 2 documents. Et je reviens donc sur le document accord cadre qui stipule clairement que le Conseil français du culte musulman est une structure légère. Ce qu'on entend par une structure légère, ça veut dire qu'elle n'a pas vocation à remplacer les fédérations, ou même à parler en leur nom. En d'autres termes, si je veux schématiser un petit peu, c'est un espace de dialogue entre fédérations. C'est un guichet à travers les fédérations par le pouvoir public. De fait, le Conseil français du culte musulman ne dispose que d'un demi-secrétaire. Il ne dispose pas de budget, de fonctionnement, et il ne porte aucune institution qui ferait l'épaisseur du Conseil français du culte musulman. Le Conseil national des imams lui-même, il a été créé, adossé au CFCM et porté par les fédérations. Ce n'est pas une institution qui rentre à l'intérieur du CFCM. En d'autres termes, les décisions qui seront prises au sein du CNI ne relèvent pas de décisions prises par le Conseil français du culte musulman. Dans la construction du CNI, le CFCM n'a été que coordinateur entre fédérations. Si on ne comprend pas cette difficulté qu'a le Conseil français, la représentation du culte musulman, on ne comprendra pas l'inefficacité de cette institution. Raison pour laquelle je plaide pour une réforme profonde du Conseil français du culte musulman, pour qu'il puisse être en mesure de mener à bien sa mission. Et je propose qu'on part du département, c'est-à-dire les mosquées représentées au niveau des départements, et que les départements permettent d'élire leurs représentants, et qu'on ne reste plus dans ce schéma de fédération qui dialogue entre elles et qui décide quand elles veulent, à l'unanimité, au consensus. Je pense que la difficulté majeure, c'est celle-là. Donc, je pense que n'importe quelle initiative prise par les fédérations ne serait effective que dans la mesure où le Conseil français du culte musulman est profondément réformé, pour lui permettre justement de chapeauter et de créer les institutions qui sont nécessaires au culte musulman. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité de le faire parce qu'il ne fait pas partie de ses prérogatives. Je pense que c'est important d'intégrer dans votre analyse cette situation. Raison pour laquelle, effectivement, que les associations membres du CFCM sont complètement indépendantes du CFCM. C'est-à-dire que le CFCM n'a aucune relation de hiérarchie vis-à-vis des associations. N'importe quelle association, elle a le droit de nommer son ministre de culte directement, sans faire appel au Conseil français du culte musulman, ni même à lui demander son avis. C'est une situation contractuelle entre l'imam et la mosquée. Effectivement, si on ne change pas cette situation-là, on va rester avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire que qui est imam, qui ne l'est pas, c'est l'association qui décide. C'est l'association qui décide que cette personne-là, elle est apte à exercer l'imama. Je pense que l'idée de création du Conseil national des imams, c'est justement de dire qu'on devrait finir avec cette logique. Il faudrait qu'il y ait un système régulateur qui permet de dire que cette personne-là, il a les compétences, soit des diplômes, expériences, etc., et qu'il soit sanctionné par un agrément. Et celui qui n'a pas un agrément ne devrait pas, normalement, prêcher ou exercer le culte dans une mosquée.
On n'est pas encore là. Même avec la création du Conseil national des imams, on ne sera pas encore là. Parce qu'il faudrait réformer en parallèle le Conseil français de culte musulman pour que cela puisse arriver. Et là, effectivement, ça pose la question de l'intervention de l'État. Et M. Sueur donc dit en fait que l'État n'a pas à organiser les cultes, certes, mais à un moment donné, je pense qu'on devrait définir ce que c'est. La notion du ministre de culte, elle est dans nos textes de droit. Et lorsqu'on n'a pas une définition suffisamment précise, je sais que c'est difficile de définir un ministre de culte d'une façon dans le cadre d'interreligieux, parce que chaque culte il a ses prérogatives. Donc on pourrait évidemment dire que finalement chaque culte doit s'organiser, mais est-ce que le contact qui entre, on veut dire le contrat qui existe entre l'État et un culte ou son instance représentative est suffisant pour empêcher, par exemple, que des associations musulmanes indépendantes, qui ne sont même pas à l'intérieur du CFCM, puissent être sanctionnées ou leur dire que votre imam n'est pas habilité. Je pense qu'aujourd'hui même, avec la création du CNI, on n'aura pas résolu cette question-là. Sur la question de redevance halal et pèlerinage, effectivement, le projet de loi n'en parle pas. Parce que je pense que le souci du législateur, c'était de ne faire apparaître aucune spécificité liée à un culte. On parle des cultes d'une manière générale. Et c'est peut-être là qui amène certains collègues ou certains confrères d'autres cultes de dire que finalement les autres cultes sont les victimes collatérales de combats contre l'islamisme radical. Je pense qu'il y avait cette volonté de législateur de ne pas faire apparaître quelque chose de spécifique au culte musulman, parce que la loi, le principe de droit peut-être de la loi exige, donc il y a une loi qui s'adresse à tous les cultes. Mais vous avez raison que le travail interne de culte musulman, ce serait la solution. C'est pour cette raison que je dis en fait que tout passe par une réforme profonde du Conseil français de culte musulman, une prise en compte du terrain en passant par le département. Madame Benbassa, vous avez dit que en fait, nous avons au sein du Conseil national, il n'y a pas des théologiens. En fait, la composition du CNI, il y a des imams. C'est des imams qui vont agréer des imams. Ce n'est pas les laïcs qui vont agréer. Si la composition du CNI est paritaire, sans s'il y avait des imams et des responsables de mosquées, parce que nous avons tenu compte de l'espace dans lequel le culte s'exerce, c'est la mosquée. Dans la mosquée, il y a un président d'association et un imam. Ce sont deux personnes différentes, centrales dans le lieu de culte, mais on va dire le président d'association, c'est celui qui est en contact direct avec les institutions représentatives du culte musulman, et également avec les pouvoirs publics, dans tout ce qui concerne le côté administratif. L'imam, il s'occupe de la partie culturelle. Nous avons souhaité qu'il y ait au sein du CNI les deux présents d'une manière paritaire, mais par contre, l'agrément, il est de ressort exclusif des imams. Nous, les laïcs, nous n'aurons aucun mot à dire sur l'évaluation des compétences d'un imam. Nous avons également demandé à ce que les imams, les candidats à l'imama, puissent passer par des conseils locaux des imams. C'est des imams qui vont d'abord on va dire, instruire le dossier de demande de candidature à l'imama. Et une fois ce dossier est instruit au niveau local, un avis est envoyé au national, et c'est les imams au niveau national qui vont prendre. Souvent, ils vont suivre l'avis local, sauf exception lorsqu'il y a des éléments extérieurs qui permettent aux imams au niveau national de prendre une autre décision. Sur la question pour ne pas me perdre dans les... J'essaie de les prendre dans le sens de... Alors, sur la charte des principes, effectivement, c'est un document qui a été déjà prévu dans pas mal il y avait déjà un document en 1994, la charte de l'islam de France, à l'époque où M. Pasqua était ministre de l'Intérieur. En 2000, il y avait les rapports qui régissent, l'accord qui régisse les rapports entre le culte musulman et la République en 2000. Et puis, il y avait en 2016, il y avait aussi une charte des imams qui a été proposée, sur laquelle on avait travaillé, puis il n'a pas prospéré. Et celle-ci, donc, elle a vocation à être un peu plus ambitieuse quant à l'affirmation des principes de la République. Que 3 fédérations ne l'aient pas signée, en réalité, ce n'est pas vraiment sur les grands axes de la charte qu'il n'y a pas de signature, puisque le 15 décembre, je rappelle,
il y avait unanimité des 8 fédérations sur un texte. Le texte de 15 décembre, si vous le comparez au texte de 16 janvier, il ne diffère que sur les formulations et sur des nuances. Sur les grands principes, la liberté de conscience et de religion, l'égalité homme-femme, la non-ingérence des États étrangers, la non-instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, tous ces grands principes, ils y sont. Il y a des formulations sur lesquelles je peux les situer entre 5 et 10%. La raison qui me fait dire que dès le 17 janvier, c'est-à-dire la veille même de la signature, et d'ailleurs les fédérations, les 8 fédérations, y compris les 3 qui n'ont pas signé, ont signé un communiqué de presse dans lequel ils disent que nous présentons ce texte comme un texte consensuel. Nous avons adopté, les 8, un texte consensuel. Après, la question de signature, c'est la question de signature qui pose problème. Les 3 fédérations pensent que n'ayant pas un accord sur l'ensemble du texte à 100%, sur les 5-10%, ils ne voulaient pas poser leur signature sur les 5-10% sur lesquels il y avait divergence. Chose que, évidemment, que je réfute dans la mesure où un texte fait à 8, une coproduction de 8, forcément c'est un compromis. Et si ce compromis fait que sur 90 à 95% il y a unanimité, je trouve que c'est un très bon compromis et je pense que tout le monde devrait le signer dans le cadre d'un travail collectif. Alors, pardon, sur les divergences essentielles, c'est sur l'article 6 qui stipule, en fait, là on décrit ce qu'on entend par islam politique. Dans la version du 15, il n'y avait pas de détails sur les mouvements. Il n'y avait pas le mouvement frères musulmans, Tablir, wahhabisme, etc. Il y avait aussi des tournures de phrases dans lesquelles on peut comprendre qu'il s'agit de la Turquie qui est visée, lorsqu'on parle d'un régime hostile, etc. Cette partie-là pourrait effectivement être source de difficultés dans la mesure où il y a une formulation qui est trop explicite et qui pourrait être d'ordre, on va dire, conjoncturel, alors que la charte était plutôt prévue pour mettre les principes et ne pas lier à une actualité ou à une... D'ailleurs, la liste des mouvements qui pourraient être dans l'islam politique n'est pas exhaustive, raison aussi pour laquelle les signataires disent que pourquoi on cible 3, pas tout, et puis le fait d'une divergence sur même les activités de ces associations visées. Par exemple, Tablir, foi et pratique, ils considèrent qu'ils sont proches de Tablir, et donc le fait de signer, de les qualifier d'islam politique, alors qu'eux-mêmes ils se disent qu'ils sont apolitiques, pour eux c'était signer sur quelque chose qu'ils considèrent eux comme étant faux. Mais j'insiste sur le fait que dès le 15 décembre, il y avait un accord sur un texte ambitieux, très ambitieux, et qui diffère, je dirais, de 5 à 10% du texte du 16 janvier. Et sur le 15, tout le monde était d'accord. Et le 17 janvier, il y avait quand même un accord en disant que les 3 fédérations ont dit « Nous sommes d'accord sur 90 à 95% du texte, et nous le portons avec vous, mais par contre, on ne peut pas signer le document parce qu'il y a 5-10% qui nous posent problème. » Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, vous pourrez me le rappeler. Vous pouvez le redire, parce qu'on a encore 3 questions. Merci, M. le Président. Madame Gattel. Ensuite, Madame Massassi, mais qui est en visioconférence. Oui, pardon, si vous me permettez juste rajouter quelque chose sur la question de la consultation. Effectivement, donc, ce qui est prévu, c'est que le CNI effectivement a été fait de haut, on va dire c'est les fédérations. Dire les fédérations, ça représente quand même quelques centaines de mosquées, pour ne pas dire un peu plus d'un millier de mosquées. Ces 8 fédérations ont consulté leurs théologiens pour écrire la charte. Et puis il est prévu qu'une fois le texte est validé par les 8 fédérations, il descendra vers les conseils régionaux de culte musulman, vers les imams, les responsables de mosquées, et ces responsables pourraient faire des amendements. Et donc le texte n'est pas définitif dans la mesure où il va descendre vers les acteurs locaux. En fonction de leur retour, de leurs amendements, le texte pourrait évoluer. Alors pour nous, c'était la procédure la plus simple. Si vous imaginez lancer une consultation à l'échelle nationale et de recueillir quelques milliers de contributions, de faire la synthèse, c'est beaucoup plus difficile que de faire un texte en précisant quelques éléments importants qui nous paraissaient en tout cas pour les fédérations importants, et puis de l'envoyer aux acteurs locaux, puis eux, ils peuvent s'exprimer sur ce texte en disant cette partie-là, elle manque, ils rajoutent, cette partie-là, il est peut-être trop explicite, on réduit,
Je pense que ce texte-là a le mérite de proposer aux acteurs locaux quelques repères sur lesquels ils peuvent s'exprimer. Autrement, on mettra peut-être quelques années à recueillir les contributions et probablement ne pas réussir à faire une synthèse. Sur l'interprétation, je vous avais demandé sur l'interprétation. Notre objectif, notre souhait, effectivement, que l'interprétation des textes scripturaires au niveau de l'islam de France soit harmonisée. En raison de l'une des missions du Conseil national d'islam, justement, effectivement, c'est de tomber d'accord sur des interprétations qui font l'unité de l'islam de France. Mais les interprétations ont toujours existé, raison pour laquelle il y a plusieurs écoles juridiques musulmanes qui existent de nos jours. Et je pense que cette ambition de l'islam de France de travailler sur l'interprétation qui correspond au contexte français et le fait de construction des programmes de formation des cadres religieux dans cet espace qui est le CNI nous permettra à terme d'aboutir à une harmonisation des avis religieux des différentes fédérations, des différentes imams. Et ça, c'est un travail à long terme. Je pense que je suis confiant sur la mesure où les visions, notamment sur toutes les parties culturelles, sont très proches. Et pour l'islam politique, on nous l'évacue complètement parce qu'on ne souhaite pas que la religion soit instrumentalisée à des fins politiques. Donc si on reste sur la partie rituelle et culturelle, il y a forte chance qu'on arrive à des lectures complètement harmonisées.